Bonjour, bienvenue dans votre cours de MQ. Mon nom est Benoît Lafont et aujourd'hui, nous allons faire le bloc numéro 1, c'est-à-dire la démarche scientifique, le vocabulaire statistique et les méthodes d'échantillonnage. Donc, je vous invite à prendre vos notes de cours, à les remplir en même temps que moi je vais les remplir. Donc, voici. On commence avec la démarche scientifique. Pour cette partie-là, je vais vous laisser lire donc les pages 2, 3 et 4. Puis je vous invite pendant votre lecture à sortir un marqueur et un crayon, puisque vos prises de notes sont notées via les HMI, comme j'ai expliqué dans le premier cours, le cours des présentations. Donc, surlignez les éléments que vous jugez importants, prenez en note avec votre crayon dans la marge ou dans le texte carrément les éléments que vous voulez résumer, que vous voulez synthétiser. Donc, je vous laisse aller. T'as déjà fini? Wow. OK. Dans ce cas-là, on va poursuivre avec la page 5. Avant, je vais peut-être résumer un petit peu. Dans le fond, grosso modo, 7 étapes pour la démarche scientifique. Nous allons voir principalement les étapes 6 et 7. En soi, cet élément-là, ça va être vu en examen, mais ce ne sera pas quelque chose de très lourd. Donc, on passe vite là-dessus pour ces raisons-là. Donc, vous n'avez pas à connaître par cœur les 7 étapes. S'il y a une question dans un examen, un travail quelconque, ce sera plus de l'ordre de un choix de réponse ou quelque chose comme ça. Donc, nous, on va s'intéresser principalement aux étapes 6 et 7 dans le cours de MQ. Donc, on a un exemple ici. On a différents énoncés, puis on doit les associer avec chacune des étapes. Donc, quels sont les facteurs qui ont été influencés de la décision pour démarrer sa propre entreprise? Ça sera 1. Formuler la problématique. Donc, souvent, la problématique va être formulée sous forme de question. Donc, préparez-vous à ce genre de formulation-là. Donc, en B, faire remplir un questionnaire. Donc, ici, on est vraiment dans effectuer l'observation. On parle de faire remplir le questionnaire. Donc, ça va être 5. Ensuite, affirmer à la suite d'une recherche expérimentale que l'âge influence la décision de démarrer sa propre entreprise. Donc, ça, c'est vraiment à la fin. Ce sont nos conclusions. Donc, c'est l'analyse et l'interprétation, numéro 7. Utiliser des tableaux pour présenter les données. Donc, c'est organiser les données principalement. 6. Utiliser l'entrevue plutôt que l'étude de cas. Bon, donc là, on est vraiment dans le choix d'une technique d'observation. Donc, il y en existe plusieurs. Celui qu'on va voir principalement, ça va être le questionnaire. Donc, ici, on est en 4. Proposer qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui démarrent sa propre entreprise. Donc ça, c'est une hypothèse, c'est le numéro 2. Et finalement, identifier et définir plus précisément les variables mises en cause. C'est le numéro 3, c'est opérationnaliser les concepts. C'est peut-être le plus difficile de la gang. Donc, opérationnaliser les concepts, on peut voir ça comme définir les choses qui sont plus compliquées. On peut le voir comme ça. En sciences humaines, souvent, on va traiter des sujets abstraits. Donc, c'est bien de donner un nom à ces choses abstraites-là, de bien les identifier, bien les définir. Donc, d'autres éléments qui vont vous être demandés, ça va être d'identifier la population, l'unité statistique, l'échantillon. On y revient un peu plus tard. Là, sur quoi on va se concentrer, c'est sur l'objet d'une étude, qu'est-ce que c'est, puis également les hypothèses d'une étude, à quoi ça peut ressembler. Donc, la grande majorité des patientes et grosso modo, ce qu'on dit ici, c'est que on se demande si la Lune et les cycles lunaires
peuvent influencer les grossesses. Parce qu'ils pourraient en avoir plus les jours de pleine lune, par exemple. C'est un peu ce qu'on dit dans le texte. Donc, l'objet de l'étude, je l'ai pris textuellement dans le texte. Oups. Donc, l'influence des cycles lunaires sur la fréquence des accouchements et des complications à l'accouchement. Donc, je l'ai pris textuellement ici. Puis, finalement, les deux hypothèses, donc elles étaient clairement identifiées. On voulait vérifier, entre autres, si le nombre de naissances était plus élevé les jours de pleine lune et s'il variait en fonction du jour de la semaine. Donc, le nombre de naissances est plus élevé les jours de pleine lune et le nombre de naissances varie en fonction du jour de la semaine. Ce sont les deux hypothèses de cette recherche-là. Pour ceux qui seraient curieux de savoir si c'est vrai, cette étude-là, via des statistiques, on parle de 564 000 naissances. C'est quand même impressionnant comme étude. Donc, démontre qu'il n'y a pas de lien entre le nombre de naissances et la pleine lune, ou le nombre de naissances et les jours de la semaine. Donc, sachez-le. C'est un mythe. On va passer maintenant au vocabulaire statistique. Donc, plusieurs mots qu'on va utiliser tout au long de la session. C'est bien important de bien les maîtriser. En examen, je ne vous poserai pas la question à savoir donne-moi la définition d'une population, mais je peux te demander d'identifier la population à travers un contexte. Donc, la population, c'est l'ensemble de toutes les personnes, tous les éléments, dans le fond, qui vont être étudiés. Il faut faire attention. Parfois, on va prendre un sous-groupe de la population pour se créer un échantillon. Même si une personne ne fait pas partie d'un échantillon, même si une personne ne fait pas partie d'un échantillon, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle ne fait pas partie de la population. Donc, elle est étudiée quand même via l'échantillon, dans le fond, la personne qui n'est pas dans l'échantillon. Donc, c'est vraiment tout le monde dans la population. La taille de population donc, va être dénotée par grand N. L'unité statistique, c'est un élément dans la population. L'échantillon, donc c'est un sous-ensemble de la population. Souvent, on va utiliser un échantillon pour sauver des sous, entre autres. On a la taille de l'échantillon, donc petit n. On a le mot recensement. Donc, un recensement au Canada, on en fait de façon régulière. Dans le fond, on interroge tout le monde au Canada sur des éléments simples mais importants, comme leur âge, leur revenu, leur métier, ce genre de choses-là. Donc, c'est très lourd, ça coûte beaucoup d'argent faire ça. Beaucoup de monde sont là-dessus, au téléphone ou via la poste pour faire le recensement. Mais ça permet de faire des études, des meilleures études pour la plupart des chercheurs, dans le fond, en sciences humaines. Donc, que ce soit en psychologie, en sociologie, nommez-le, c'est vraiment pratique ces recensements-là. Et le sondage, on prend un échantillon, dans le fond, de la population et on interroge seulement cet échantillon-là. Ça nous donne une idée de ce qui peut se passer dans la population par la suite. Donc, on a un exemple ici. On a interrogé 1000 électeurs québécois, qu'on a prélevés au hasard, afin de connaître leur intention de vote pour le prochain gouvernement provincial. Donc, l'objet de l'étude, on va parler ici de... Excusez-moi, il y a une mouche. Je pense que je vais faire une pause. Mission accomplie. Donc, où en étais-je? Donc, on parlait des intentions de vote des électeurs québécois. Donc, intention de vote des électeurs québécois, c'est tout à fait adéquat. On peut parler de la prochaine élection provinciale. On aurait pu le formuler un peu différemment. Je vous propose une autre façon de le formuler ici.
ou les prochaines élections provinciales, ça peut être ça un peu l'objet de l'étude là, en soi. Donc, ça, tout dépendant là, du texte que vous avez, là, il y a plusieurs possibilités là, qui sont disponibles pour vous. La population, donc ici, ça va être l'ensemble des électeurs québécois pour la prochaine élection. L'unité statistique, c'est un élément de la population, donc un électeur québécois. L'échantillon, ce sont les 1000 électeurs qui ont été prélevés au hasard. La taille de l'échantillon, donc je vous propose à ce moment-ci d'écrire le petit n pour se souvenir que c'est ça. Et la population, donc on ne la connaît pas, la taille de la population. On peut supposer que c'est grand par contre, le nombre d'électeurs québécois. Et s'agit-il d'un sondage ou d'un recensement? C'est d'un sondage puisqu'on a un échantillon. Donc on a ici étudié les naissances au Québec. Plus précisément, dans le fond, on a étudié les parents, à savoir s'ils étaient mariés ou non, dans cette étude-là. Donc ici, pour l'objet de l'étude, c'est peut-être pas évident pour vous, là, on parle d'état matrimonial des parents qui ont eu un enfant en 2016. Donc lorsqu'on a l'année, c'est intéressant de le noter dans l'objet de l'étude. On peut aussi écrire les parents qui ont eu un enfant en 2016. Donc, c'est l'objet de notre étude, c'est ce qu'on va étudier en soi. La population, donc, on va y aller avec l'ensemble des parents. Remarquez encore une fois qu'on commence avec le mot ensemble. C'est ce que je vous propose. Toujours commencer avec l'ensemble pour ce qui est de la population. La taille de l'échantillon, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'échantillon. Donc ici, on a recensé l'ensemble des naissances au Québec. Ça se fait assez bien via les hôpitaux. Donc, c'est assez facile. Et la taille de la population, donc c'est les 86 000 là, qui est donné ici. L'unité statistique, c'est une naissance. On aurait pu parler aussi d'un couple de parents qui ont eu un enfant en 2016. Donc, puis, à savoir si c'est un recensement ou un sondage, mais cette fois-ci, c'est un recensement. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir un peu la forme, moi j'ai déjà les réponses préenregistrées. Des fois, ça facilite le travail, ça accélère les choses, pour vous, entre autres. Vous, de votre côté, vous devez prendre en note. Donc, n'hésitez pas à mettre des pauses une fois de temps en temps, lorsque j'explique, pour prendre en note. Entre autres, à cause des HMI, puisque vous aurez, avant le travail, à différents moments dans la session, dans le fond, je vais vous demander de m'envoyer des photos de votre cahier de notes de cours, cahier d'exercice, pour voir si c'est bien rempli, si c'est complet. Donc, vous aurez quelques points attribués là-dessus. C'est ce qu'on appelle les HMI, comme j'ai expliqué dans le premier cours. Donc, voilà. Puis, un autre élément aussi que je voulais vous dire, c'est... Donc, oui, c'est ça. C'est que vous aurez également la version complète des notes de cours. La version complète va être diffusée, j'hésite encore là, sur Léa ou sur Teams. J'aimerais ça aller plus vers Teams en même temps, je ne veux pas non plus trop vous brusquer. Donc, vous aurez la version électronique de ces notes de cours-là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai remplies à la main et je les ai scannées par la suite. Là. Vous aurez les réponses également. Donc, troisième exemple ici. Je vous laisse lire l'élément qu'il y a là. Je vous invite à faire une pause si vous souhaitez. On parle ici, dans le fond, des dons ou du bénévolat que peuvent faire les Québécois, les Canadiens plutôt. Donc, ça a été, c'est une étude qui a été faite en 2013. Donc, l'objet de l'étude, c'est établir un portrait des activités caritatives au Canada en 2013. Je l'ai pris presque textuellement, là. Établir, ouais, c'est textuellement. J'ai rajouté l'année, pour être plus précis.
Puis, on aurait pu écrire tout simplement les activités caritatives. C'est ça qu'on va étudier à l'intérieur de cette étude-là. La population visée, ce sont les Canadiens âgés de 15 ans et plus. Donc, ici, on a le nombre. On a le nombre de Canadiens âgés de 15 ans et plus. Donc, on peut l'indiquer. Donc, l'ensemble, ça revient encore une fois, comme on l'avait à la page précédente. L'échantillon, ce sont les 47 100 qui ont été Canadiens qui ont été interrogés. Oups. L'unité statistique, c'est un Canadien de 15 ans ou plus. La taille de l'échantillon, 47 100. La taille de la population ici est le donné, 29 millions. Et un sondage au recensement, c'est un sondage, bien entendu, puisqu'on n'a pas interrogé l'ensemble des 29 millions canadiens. Donc, voilà pour le vocabulaire statistique. On passe maintenant aux méthodes d'échantillonnage. Donc, méthode d'échantillonnage, il y en existe 8 des méthodes d'échantillonnage. En fait, ce sont des façons de choisir notre échantillon. Il y a des façons qui sont plus rapides que d'autres. D'autres qui sont plus impartiales que d'autres, c'est-à-dire plus arbitraires, plus hasardeuses, je vais dire comme ça, dans le sens que ça va nous permettre d'avoir un meilleur échantillon à ce moment-là. Donc, je vous laisse lire ça, page 10, 11 et 12. Puis on va revenir avec les exemples. C'est là qu'on voit vraiment là, les différents types d'échantillonnage. Puis ça va être le genre de questions que je vais vous poser aussi à l'examen, là, sous forme d'exemple. Donc, c'est pas à savoir par cœur, donc vous aurez des choix de réponse de ce style-là aux examens. Mais quand même, il faut savoir un peu là, qu'est-ce que ça veut dire chacune des noms qui sont là. N'oubliez pas, marqueur et crayon pour prendre des notes. Donc, c'est évalué. Je vous laisse un petit moment. Ah, t'as déjà fini? Ok. Excuse-moi. Je vais... Reprenons. Donc, les 8 méthodes d'échantillonnage. La premier exemple ici qu'on a, on a ici une coopérative étudiante qui va interroger ses étudiants, ses clients en fait, au gré des visites. Donc ici, c'est assez important ce mot-là. Le fait que ce soit au gré des visites, ça fait en sorte que c'est non aléatoire. Un peu comme un vox pop, si on veut. Par contre, ici, on a pris la peine de sélectionner 15 hommes, 15 femmes pour représenter un peu la proportion de ses clients et clientes. Donc, on peut dire que c'est non aléatoire par quota. Ici, on a des joueurs de hockey, des équipes de hockey. On a sélectionné 3 équipes au hasard. Donc, on peut voir chacune des équipes comme une grappe. Puis, c'est ce qui fait en sorte que c'est aléatoire par grappe. Ici, on peut voir vraiment les joueurs sont déjà regroupés là, au sein des 12 équipes qui composent la ligue. Donc, voilà. En se basant sur une liste informatisée de tous ces employés, une entreprise sélectionne au hasard 200 employés, puis par la suite, on y va avec selon le statut, donc s'il est indiqué ou non. Donc ici, on peut voir que c'est au hasard, puisqu'on a tous les employés d'abord. Sur notre liste, on a tous les employés. Puis après ça, on va en choisir quelques-uns pour respecter aussi la pondération. Pondération qui signifie là, la proportion, si on veut. Donc, ça va être aléatoire. Stratifié ici. Stratifié et par quota, ça se ressemble quand même un petit peu. La grosse différence, c'est le fait que ce soit aléatoire ou non. Là. Donc, ici, sur un babillard, on a une genre de publicité. Donc, on recherche une vingtaine de personnes. Donc,
on voit clairement qu'il faut être volontaire, dans le fond, pour répondre à ce questionnaire. Donc, c'est non aléatoire de volontaire. Un amateur de planche à neige s'installe au chalet, puis il interroge les planchistes. Donc, c'est sous forme de vox pop un peu. Donc, c'est aléatoire et à l'aveuglette ici. Donc ici, on s'installe, on prend tous les élèves. On parle d'un intervalle donné. Ici, on parle le pas. C'est le pas, dans le fond, de notre échantillon. Donc, aléatoire, systématique ici. Donc, assez simplement, on prend chaque élève à un intervalle donné jusqu'à ce qu'on obtienne une taille d'échantillon de 200. Donc, c'est un journaliste désire connaître l'opinion des professeurs d'un collège sur la préparation des étudiants à leur entrée au collégial. Ils vont interroger tous les profs de sciences humaines parce qu'ils pensent que leur opinion est représentative de tous les professeurs. Ici, dans le fond, on voit clairement que le journaliste a jugé que les profs de sciences humaines feraient la job. Donc, c'est au jugé ici. Ici, on met les noms dans un chapeau et on tire, c'est aléatoire simple. Et voilà, ça fait le tour. Et voilà, on s'arrête ici pour le bloc numéro 2. Au plaisir de se retrouver. On s'arrête ici pour le bloc numéro 1. On se retrouve au bloc numéro 2 avec la suite des choses. Bonne fin de journée.